Imo Week, spécial CIMI 2024. Johan Breuil, bonjour. Bonjour Anthony. Vous êtes le directeur adjoint de Adéquation. Alors, c'est une question assez standard. Le CIMI ayant lieu en général au mois de décembre, on va essayer de dresser un bilan 2024 de votre entreprise. Voilà, ce que vous souhaitez nous en dire, peut-être même avant même un bilan, peut-être déjà une présentation. Je crois que l'on vous connaît, mais c'est toujours bien de rappeler un petit peu les traits saillants de votre entreprise qui a, je crois, une trentaine d'années. Vous y êtes personnellement depuis une vingtaine d'années. Voilà, donc une présentation générale de l'entreprise et un bilan rapide, en tout cas ce que vous souhaitez nous en dire par rapport à cette année 2024. Entendu. Écoutez, déjà ravi d'être là, au CIMI, là où ça bouillonne en termes d'acteurs de l'immobilier et de projets, et dans une période, je pense qu'on va l'évoquer, qui est un peu perturbé, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Effectivement. Le terme de crise n'est pas galvaudé dans les périodes actuelles. Donc, Adéquation, on fait partie de cet écosystème. La vocation, le savoir-faire d'Adéquation, il est assez simple. Hein, on contribue au succès des projets immobiliers. Comment ? En aidant les acteurs à prendre des décisions éclairées à travers soit de la data, comme du conseil, des solutions digitales comme des études. Donc, on a une couverture aujourd'hui territoriale sur l'ensemble du périmètre national, une dizaine d'implantations pour être au plus proche des territoires et des acteurs. Donc, d'être ici au CIMI, c'est un formidable moment pour confronter ce qu'on vit quotidiennement chez Adéquation, dans ce qu'on assiste auprès des opérateurs, quels qu'ils soient, que ce soit les collectivités, les bailleurs, les promoteurs, les investisseurs, les banquiers, pour réussir à développer les projets immobiliers dans des éléments de conjoncture qui sont effectivement pas simples. Donc on est combatif. Le premier mot qui me vient sur le bilan de l'année 2024, quand on voit les collaborateurs chez Adéquation, c'est on a eu une année évidemment compliquée eu égard au contexte, mais on est très combatif parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et de nombreuses questions qui nous sont posées quotidiennement. Alors vous vous présentez comme l'un des pionniers des études de marché en ligne et plus globalement de la PropTech. Alors nous, on sait ce que c'est, mais on va dire que le grand public et peut-être que tous les acteurs de l'immobilier ne sont pas forcément au fait de ce que recouvre globalement la PropTech, même si de plus en plus d'acteurs le savent. Donc, pour schématiser, c'est entre guillemets une utilisation de toutes les datas et des outils digitaux fournis par les entreprises de l'immobilier pour justement optimiser leur performance. Mais je vais vous laisser décrire vraiment la PropTech avec vos mots. Je crois que c'est à partir des années 2010 où Adéquation s'y est vraiment mis. Comment vous décririez aujourd'hui à la fois la PropTech de façon générale et la façon dont vous l'appliquez au sein d'Adéquation? Plusieurs choses à dire par rapport à ça. C'est vrai que vous l'évoquiez en tant que tel. Adéquation n'est pas une start-up. On est bien d'accord, ça fait 30 ans qu'on existe. Et pour autant, assez tôt, début des années 2010, vous avez raison, on a commencé à proposer et d'être un éditeur de solutions SaaS, logiciel qui permet d'optimiser les compréhensions des marchés pour nos clients. Donc toujours dans notre savoir-faire, en disant comment on éclaire les bonnes prises de décision. On est dans un métier où on aide à dérisquer les opérations immobilières. Et donc pour ça, on a besoin d'une data qui soit de grande qualité. Et il se trouve que un de nos métiers est aussi d'être producteur de données, agrégateur de données. On fait ce travail-là pour faire en sorte que la couche de données immobilières soit la plus fiable, avec une granularité la plus fine possible, pour faire en sorte que ça éclaire les bonnes décisions. Donc assez rapidement, Adéquation s'est trouvé naturellement à pouvoir proposer des outils qui permettent d'éclairer ces décisions-là, d'améliorer les process internes chez nos clients à travers un certain nombre de solutions digitales. La plus connue chez nous s'appelle eFocus, qui équipe la grande majorité des acteurs opérateurs immobiliers. Et est-ce qu'aujourd'hui la PropTech aide justement les acteurs de l'immobilier, notamment dans des thèmes émergents, voire même qui sont bien installés, comme par exemple la décarbonation. Oui. Est-ce que la PropTech justement permet aux acteurs de l'immobilier de pouvoir quantifier réellement leurs émissions carbone, de pouvoir y remédier? Est-ce que c'est quelque chose aussi qui est permis aujourd'hui par la data et par les outils digitaux que vous étudiez derrière? Là, vous évoquez sur le sujet de la décarbonation, qui reste un sujet relativement récent, dans lequel on voit émerger un certain nombre de nouvelles solutions, de nouveaux acteurs. C'est-à-dire, il y a une conviction partagée de la nécessité absolue d'aller vers des ouvrages moins carbonés. Donc, l'innovation, elle est présente partout dans la filière immobilière. Ça paraît toujours une industrie à la fois très vieille, mais qui a eu toujours une capacité à innover, à se remettre en question. Et donc, les nouveaux sujets de décarbonation qui arrivent, tous ceux qui accompagnent autour de ça, donc les entreprises de la PropTech qui viennent éclairer ces sujets-là, commencent à émerger de manière très très forte
pour capitaliser de la donnée, pour permettre d'évaluer les actifs immobiliers par un prisme des sujets ESG qui aussi sont aujourd'hui donc des contributeurs de la valeur des actifs très clairement, hein, c'est-à-dire c'était des choses qui jusqu'à présent n'étaient pas prises en compte, mais qui dorénavant font partie des déterminants fondamentaux pour évaluer une valeur d'un actif, par exemple, quel qu'il soit, que ce soit du tertiaire ou du résidentiel. Alors pour sortir des critères ESG, même si c'est quand même lié, bon, je ne vous cache pas, enfin, je pense que vous êtes aux premières loges pour savoir que le secteur du logement, déjà de la promotion immobilière et donc de l'offre de logement est bien insuffisante par rapport à la demande réelle, qu'on a une vraie crise du logement par rapport à ça. Et pour revenir justement aux sujets digitaux et à la PropTech, je voulais vous demander en quoi les données immobilières peuvent éventuellement aider à mieux anticiper les tendances du marché et potentiellement à contribuer à y répondre. Pardon. Ouais, je comprends. C'est une chance pour une société comme la nôtre qui sommes issus d'un ADN autour de la data depuis son origine. Pourquoi ? Parce qu'en période de crise, jamais les données immobilières n'ont autant de valeur et ne sont regardées avec autant d'attention. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut déjà rappeler. Pourquoi ? Parce qu'elles permettent d'objectiver finalement à la fois les causes et les conséquences des situations. Elles permettent de détecter les signaux faibles et donc de commencer dans des projections de ce qui peut se passer. Sauf qu'évidemment, en période de crise, les cartes sont un peu rabattues. Il y a beaucoup de brouillard. Et donc, d'autant plus, les données ont besoin d'être avec un degré de complétude, de fraîcheur, de granularité extrêmement forte pour permettre d'observer, d'analyser, de prédire. Et là, je vous contredis, c'est non pas le marché, mais plutôt les marchés immobiliers, parce qu'ils sont quand même assez multiples. Et pourquoi je dis ça ? Si je prends un exemple, par exemple, tout simple, oui, on donne des grandes tendances sur les grands chiffres des marchés en termes de volume de vente, de mise en vente, d'offres commerciales restant au niveau national qui permettent de montrer la difficulté que vivent aujourd'hui les acteurs de l'immobilier. Et en même temps, quand on regarde les choses dans une épure beaucoup plus fine, on se rend compte, par exemple, que les secteurs transfrontaliers, les secteurs de montagne, les secteurs littoraux connaissent pas tout à fait la même conjoncture que ce qu'on peut trouver sur le marché de l'Île-de-France où on est aujourd'hui, ou dans certaines grandes métropoles en tant que telles. Donc, les données, elles se doivent d'être très fines, elles se doivent d'être le plus réelles possible, puisqu'on a une ère dans laquelle l'IA, le scrapping, un certain nombre de méthodes aujourd'hui permettent d'agréger de la donnée de manière assez large. La donnée, il n'en manque pas. Ça, je vous rejoins par rapport à ça. Il y a énormément de données. C'est comment on l'applique derrière. C'est comment on l'applique. Bien comment sûr. on s'assure qu'elle soit suffisamment de bonne qualité, qu'elle soit traitée avec le plus grand soin et qu'elle soit mise en face de cas d'usage qui permettent de répondre à des problématiques réelles. Justement, concrètement, c'est la question suivante. Quelles actions concrètes, je dis bien concrètes, peuvent être mises en œuvre pour produire du logement en période de crise et en quoi la data peut justement y aider pour des acteurs qui sont en difficulté. Je pense notamment en premier lieu aux promoteurs. Vaste question. Je sais bien, c'est des questions ouvertes. En effet, très ouvertes. La data peut être une des réponses concrètes pour mieux éclairer ce qui se passe. J'évoquais tout à l'heure la notion de signaux faibles. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il est de plus en plus compliqué dans l'univers de la donnée de bien capter quels sont les signaux faibles sur un territoire, de ce qui éclaire une opportunité nouvelle et possible de développement d'un projet. Pourquoi ? Parce que les projets sont de moins en moins banalisés. C'est-à-dire que l'industrie immobilière qui a produit du logement plutôt assez massivement adressé sur le même type de foncier, le caricature du foncier nu en extension dans des modèles de financement d'opérations qui faisaient une cinquantaine ou une centaine de lots avec la nécessité d'obtenir sa GFA pour pouvoir lancer les travaux. Tous ces déterminants-là sont assez profondément remis en question. On travaille plus sur les mêmes natures de foncier. Bien sûr. On parle de foncier bâti, plus de foncier nu. Il y a le ZAN aussi qui est passé là. Il y a le ZAN qui passe par là. Donc la question foncière, on en reparlera parce que ça fait partie des actions concrètes sur lesquelles il y a forcément à travailler. Mais c'est déterminant de ce qui faisait la constitution du développement d'une opération immobilière a fondamentalement changé. Et ça, je crois que tous les acteurs sont assez d'accord avec ça. On a fait une publication le mois dernier sur notre plateforme média d'adéquation.média où on a titré 2025 année zéro de la promotion immobilière. Pourquoi ? Parce que on pense qu'on est à un moment où ça fait 2 ans que l'ensemble des acteurs subissent de plein fouet cette crise.
Tout le monde en a témoigné, en long, en large et en travers, sur les causes et les conséquences de ce que ça allait faire. Donc, personne ne peut dire qu'il n'est pas alerté, même les pouvoirs publics, sur la situation gravissime de la filière. Et pour autant, on a un moment où les acteurs, et je le vois bien, je parlais tout à l'heure de combativité, à chaque fois qu'on les rencontre, se disent, bon, en fait, les règles du jeu vont pas énormément changer, il faut partir avec ce qu'on a, les déterminants du marché ont changé, on a une boîte à outils qui existe malgré tout, comment on compose avec celle-ci pour faire en sorte de sortir les opérations. Et sortir les opérations, vous l'évoquiez, on peut prendre au moins cette problématique-là de la question du foncier. Une action concrète, c'est comment on optimise le foncier. Des logiques de densification, des logiques de surévaluation, des logiques ne serait-ce que d'application des règles d'urbanisme qui sont applicables sur les territoires qui ne le sont malheureusement pas toujours, peuvent être un des leviers très concrets permettant de produire du logement en période de crise, en faisant non pas une révolution de ce qui pourrait être opéré, mais en fonctionnant avec ce qui existe déjà. Alors ça, effectivement, c'est intéressant la façon dont vous répondez à la question, puisque là vous expliquez de façon technique comment la data peut contribuer justement à trouver des terrains, notamment dans le contexte du ZAN, des terrains déjà artificialisés pour pouvoir construire, pour pouvoir avoir plus de densification et ainsi de suite. Après, il y a aussi le versant de la politique, c'est-à-dire concrètement comment on fait aujourd'hui pour convaincre les élus, et on est notamment dans la perspective des futures élections municipales de 2026, c'est comment faire en sorte que la technique soit acceptée par le politique et que du coup ce soit réellement mis en œuvre. Alors là, on sort un peu du contexte des différents... Vous avez raison. Mais déjà, il faut quand même bien prendre en considération qu'il ne faut pas opposer les acteurs. Les acteurs, ils travaillent pas dans des silos, de moins en moins en tout cas. Et nous, on est bien placés pour le voir... qui interagissons avec l'ensemble d'entre eux, donc que ce soit les politiques, les collectivités, les aménageurs publics, et de l'autre côté, les opérateurs, qu'ils soient sociaux ou privés, ou les financeurs, investisseurs, banquiers. En réalité, la composition autour d'un projet réunit bien tous ces acteurs. Pourquoi je dis ça? Parce que les intérêts des uns vont avec les intérêts des autres, c'est une évidence. Donc tout le monde doit travailler dans ce sens-là. Et tout le monde est impacté par la crise. L'aménageur qui aujourd'hui a du mal à sortir ses opérations d'aménagement parce que l'opérateur a lui-même du mal à équilibrer son bilan d'opération ou à commercialiser, se retrouve dans les mêmes logiques d'impasse. La collectivité qui établit un certain nombre de programmes locaux de l'habitat, par exemple, ou de schémas de cohérence territoriale dans lequel ils souhaitent agir et organiser le développement du peuplement sur leur territoire, se retrouve confrontés aux mêmes difficultés de dire comment je loge les étudiants qui font leur rentrée scolaire. Comment je fais en sorte d'organiser des parcours résidentiels de la primo-accession jusqu'au vieillissement de la population. Donc, le sujet, il concerne absolument tout le monde par rapport à ça. Il n'y a pas chacun n'est pas dans son couloir de nage à se dire comment je vais. Donc, c'est réussir à faire accepter aussi le fait que les intérêts sont communs et de les faire converger au maximum, quels que soient les différents acteurs, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit les acteurs techniques, que ce soit les promoteurs, que ce soit les investisseurs. C'est faire en sorte de leur faire comprendre que leurs intérêts convergent et donc de trouver les meilleures solutions. Ça se fait presque de même. C'est en période de développement, on pourrait se dire que c'est un jeu de façade, pardon du terme, mais en période de crise, se mettre autour de la table pour devoir sortir les opérations, c'est une nécessité absolue pour tout le monde. Donc, les gens bossent ensemble. Bien sûr. Autour de ces projets. On va revenir sur adéquation pour là se projeter sur l'année 2025. 2024 touche à sa fin, donc on va plutôt évoquer les prochaines semaines, voire les prochains mois. Quelles sont globalement les grandes lignes que vous êtes tracées pour l'année à venir? On a une période dans laquelle on tire les bilans de l'année 2024. Bon, je crois qu'on l'a beaucoup évoqué ensemble ce matin, mais il est clair que la crise aiguë qui touche l'ensemble des marchés, donc que ça soit le neuf, l'ancien, le logement libre comme le logement social, va faire atterrir des chiffres qui sont évidemment pas très bons et témoigner notamment de ce qui a été le déclencheur de cette crise, c'est-à-dire une crise de la demande. Cette fameuse remontée des taux, évolution des prix des opérations eu égard aux coûts de construction qui ont été contraints, a fait qu'on enregistre et 2024 va
très largement en témoigné. Une crise de la demande qui a elle-même engendré une crise de l'offre, puisque de toute façon, il n'y avait plus de commandes, donc les promoteurs on est à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé ces derniers mois de cette crise de la demande, des difficultés de solvabilité des ménages, qui est concret. Hein, je veux dire, le manque de solvabilité d'une bonne partie de la population à l'accession à la propriété ou même à la location est une réalité. Et 2025 va être le témoin de ce que vous évoquez. C'est-à-dire une crise de l'offre profonde. Oui, parce qu'on voit que les taux, quoique c'est sous réserve de la situation politique, puisque là, il y a eu quand même de nouvelles données depuis une semaine qui peuvent à la limite redistribuer un peu les cartes, mais en tout cas, avant la censure du gouvernement, on voyait des taux qui se stabilisaient, voire qui commençaient un petit peu à baisser, et donc des ménages qui, encouragés par les établissements bancaires qui eux-mêmes ont besoin de recommercialiser du crédit, revenaient un petit peu et recommençaient à acheter. Le problème, c'est le contexte étant aussi instable et aussi mouvant. Est-ce que les taux de crédit vont de nouveau remonter Non, alors là, j'imagine que pendant le salon, vous aurez l'occasion d'interroger des banquiers. Ils vous le diront mieux que moi, mais ils vont probablement se stabiliser entre 3 et 4%. Ouais. En tout cas, donc ça devient la donne. Oui, c'est ça aussi, c'est que les gens s'y sont habitués. Parce que ça fait quand même 2 ans qu'une partie des ménages attendent aussi de savoir quel est le bon moment pour concrétiser un certain nombre de projets immobiliers. Un certain nombre d'opérateurs ont pris des devants par rapport à ça. Là, vous l'avez bien vu. Je passais tout à l'heure devant le stand d'Altarea avec l'offre Access. Nexity, Bouygues Immobilier ont également sorti un certain nombre d'aides à la personne pour essayer de refinanciariser les ménages et leur permettre d'accéder enfin à la propriété. Donc, la croyance que les taux vont continuer de baisser, vous l'avez dit, ça sera probablement pas le cas. La croyance que l'État va sortir un certain nombre de mesures miracles, plus personne n'y croit. Non, là, non. Oui, ok, motion de censure, gouvernement, on verra bien. Il y avait quelques mesures, notamment le PTZ, on en a beaucoup parlé. Le problème, c'est que le budget n'a pas été voté. Le problème, c'est que, voilà. Donc, en même temps, c'était pas un plan de relance global. Hein. Non, bien entendu. Mais le problème, c'est que ça soulageait, mais ça soignait pas. Bien sûr, mais c'est sûr que dans un contexte d'instabilité chronique, de toute façon, à la rigueur, il y a aucune politique de moyen ou de long terme qui peut être menée, puisque un gouvernement tombe. Après, il y aura peut-être d'autres lois qui pourraient être éventuellement votées, mais sous réserve qu'un gouvernement tienne encore sur plusieurs mois. Donc, c'est aussi dans ce contexte-là où de toute façon il n'y a aucune vision et aucune façon de se projeter. Là, je pense que la réelle difficulté des différents acteurs de l'immobilier, c'est la difficulté de se projeter. C'est que même quand il y a des lois qui ne sont pas forcément à la hauteur de leurs attentes, au moins il y a un projet, il y a un horizon qui est clairement défini. Et là, c'est le manque d'horizon qui peut pénaliser et qui peut faire que la crise. C'est l'incertitude qui rend les choses difficiles. Qui rend les choses difficiles, puisque c'est une filière qui a besoin en effet de stabilité. Et donc de ce point de vue-là, c'est dur. Mais après, à nouveau, je le disais tout à l'heure, les déterminants ont changé. On le voit bien, nous, dans le métier qu'on pratique, d'accompagnement en études de marché ou en conseil. Chaque projet est devenu singulier. Chaque projet est vraiment devenu singulier. Les boîtes à outils existent. Les segments sont diversifiés. Le BRS, le LLI, l'accession, évidemment, le produit géré, fait que sur chaque foncier, il y a une histoire un peu plus singulière qui doit s'écrire. Et de ce point de vue-là, je suis très heureux d'être au CIMI parce que j'ai l'impression que les acteurs eux-mêmes, cette singularité qui est propre à chacune de leurs entreprises, leur savoir-faire spécifique qu'ils peuvent avoir. Certains sont très spécialisés sur la décarbonation, par exemple. Certains sont très spécialisés sur l'accompagnement à l'accession à la propriété des primos. Il y a des savoir-faire singuliers qui fait que peut-être chaque foncier, chaque opération va trouver un modèle avec un preneur un peu singulier aussi. Et je crois à cette complémentarité-là, c'est-à-dire finalement d'un marché qui avait été assez banalisé, industrialisé pour sortir des effets de volume importants. Là, après, vous pouvez interroger tout le monde ici. Personne ne croit qu'on va refaire dans les 2 ou 3 ans les volumes qu'on faisait il y a 2-3 ans. Oui, bien sûr. Donc, on va devoir fonctionner avec un marché qui a quasiment diminué par 2. Mais par contre, ça permet à des acteurs de se réinventer, d'être peut-être moins dans un volume, mais en tout cas de penser l'immobilier différemment et d'agir en fonction. Exactement. Je suis très convaincu que ça, et nous, on le vit tous les jours. On voit qu'il y a une singularité à nouveau de chacun des projets, et donc l'utilisation d'outils
de modèles économiques qui sont assez propres à chacune des opérations qui doivent être développées pour réussir à sortir, tout simplement. Et bien sûr, c'est sur ces mots et sur cette petite note optimiste, en tout cas, que l'on va conclure cet entretien. Écoutez, merci beaucoup, Johan Broy, d'avoir été présent avec nous et de vous être arrêté sur notre stand. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Bon salon à tous. Imo Week, spécial CIMI 2024.